donc vous avez convoqué des images que vous collez sur d'autres ou que vous travaillez. Je pense par exemple à ces images du Caire qui sont travaillées sur des images d'immeubles. Tout ça nous fait penser à une convocation dans un lieu et ça se passe en fait à partir de voyages et dans un atelier. La réalisation des photographies, oui, sont faites dans mon atelier. Je vais décrire sommairement ce dont il s'agit. C'est une pièce que j'appelle les alignements. Et il s'agit de photographies de maquettes. Et donc alignées parce qu'il y en a plusieurs. Et j'utilise la disposition d'accrochage pour figurer un alignement. Mais un alignement comme on verrait des immeubles alignés dans la ville. Donc pour moi, ces maquettes sont symboliquement un cadre de vie qu'on connaît tous dans une ville ici en France, mais c'est potentiellement en Afrique, aux États-Unis, en Occident, en Orient. Enfin voilà, il n'y a pas de règle. C'est vraiment un peu la ville standard, en fait. C'est l'idée de la ville. Et sur cette maquette, dans l'atelier, je vais faire un petit dispositif de projection et qui va projeter des images. Et donc, il y a toutes sortes d'images projetées. Et là, pour ce qui concerne les images, les œuvres exposées ici, c'est une petite séquence d'un marché du Caire. Un marché où il y a toutes sortes d'objets, comme ici, on verrait un marché dans la rue. Voilà, enfin. Et donc, c'est cette confrontation entre un monde très structuré, l'habitat conventionnel, et puis la vie, une vie active, une vie avec des gens, avec voilà, cette maquette représentant un habitat très normé, très voilà, bon, il n'a rien d'extraordinaire. Et qu'est-ce qui vous a poussé à aller chercher, par exemple, ces images au Caire ? Alors c'est l'occasion d'un voyage, voilà, d'une visite, de différents voyages au Proche Moyen-Orient. C'est aussi peut-être une image d'une vie d'un marché. C'est une image aussi qui montre un monde où on va étaler les objets dans la rue, les classifier, les récupérer. Enfin, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu le paradoxe d'un monde très normé, très consommateur, et puis d'un monde aussi qui vit comme il vit, qui récupère, qui recycle, voilà. Donc cette séquence-là m'intéressait. Alors d'autres types d'images peuvent être projetées sur ces maquettes, peuvent être simulées. Enfin, mais en l'occurrence, sur cette série-là, c'était la confrontation peut-être aussi simplement de l'intérieur, c'est-à-dire d'une vie qui fonctionne avec des objets à l'extérieur, la façade. Enfin, c'est aussi cette confrontation-là. C'est aussi l'idée que la photographie, alors faut comprendre d'une manière sous-jacente dans mon travail, il y a assez systématiquement l'interrogation de l'image, de la photographie. Et donc là, la confrontation d'une image comme ça, photographique du monde, sur une maquette très modélisée, très artificielle, c'est tout d'un coup donner à la photographie une vraie réalité, en fait. C'est redonner une réalité à la photographie, qu'on aurait tendance quelquefois à oublier, ou voilà. C'est redonner une factualité, en fait, à ce geste. Oui, justement, dans ces images, dans ces photos, il y a toujours un jeu entre l'intime de la chose, en jouant sur les échelles des objets, et comme une convocation de l'intime de la chose que vous prenez, je ne sais pas si c'est à travers le monde, si c'est le fruit d'expériences de voyage ou de choses que vous trouvez chez vous, mais en tout cas, il y a ce jeu très fort entre quelque chose qui est convoqué dans l'atelier, qui devient un peu, par ce regard et la photographie, qui devient une introspection dans la chose elle-même. Est-ce que pour ça, vous avez besoin de vivre enfermé dans votre atelier, ou est-ce que les voyages et la quête sont une première étape essentielle ? Non, je ne pense pas que le voyage soit une étape essentielle. Je pense que la nature de la vie contemporaine amène un peu tout le monde à voyager de manière ou d'une autre. Enfin, voilà. C'est pas ce qui
ce qui déclencherait, et puis bon, évidemment, avec tous les moyens modernes de communication, d'Internet, etc., de télévision, enfin bon, ça fait des années que c'est en place. C'est pas tant cet aspect-là que, effectivement, peut-être que mon travail depuis des années se joue dans le champ de l'atelier. Voilà, c'est une spécificité pour des raisons pratiques, techniques, mais peut-être en insistant volontairement, quelquefois, en revendiquant la simplicité de cet espace. Et surtout peut-être la définition d'un lieu et de cette notion de lieu, c'est-à-dire être là face aux choses, donc face au monde. En fait, c'est presque, puisqu'on pourrait caractériser mon travail, ou une partie de mon travail, par rapport à une certaine objectivation, avec la photographie justement, une certaine objectivation du monde, avec les choses, avec un monde, un univers de choses, d'objets. Voilà, j'ai beaucoup travaillé autour de ces notions qu'on peut étendre à la notion de choses, mais en fait pour moi c'est être face aux objets, photographier ces objets, photographier ces choses, ces maquettes, ces vêtements, ces parties de corps si on veut. Cette idée de concentration sur l'objet amène à des notions de précision, d'élémentaire, d'extraire l'essentiel d'une chose. Et face à cette chose, face à cet objet ou à ce dispositif, je pense que peut se jouer un vrai regard sur le monde. C'est-à-dire cette opposition, j'en fais presque et les années avançant, j'en fais presque un argument de travail. C'est-à-dire, c'est pas un enfermement, c'est pas un isolement, mais c'est une concentration en fait sur une définition du lieu du travail, de l'existence, de la présence des choses. Voilà. Alors là, je vais faire une interprétation très personnelle de ce que vous me dites, mais je suis bénédictin et dans la règle de Saint-Benoît, on compare le monastère à un atelier. Et le fait d'être enfermé dans sa cellule, où il est dit qu'elle doit tout nous apprendre et que finalement notre rapport au monde se vit à partir de là, toute la tradition insiste beaucoup sur le fait que le moine contemplatif dans sa cellule est ouvert au monde entier. Mais avec un moment de recueillement, il faut passer par ce moment de recueillement dans la cellule. Est-ce que c'est des choses qui résonnent en vous ou c'est un autre univers de... Non, oui, d'une certaine façon, je ne peux pas me substituer et dire que je fais, mais si on peut y voir une équivalence, pourquoi pas, parce que de toute façon, dans les faits, quelques pratiques qu'on ait de peinture, de sculpture, enfin, il y a une relation à l'œuvre qui est en train de se faire, hein, très concrètement. Alors avec la photographie, on peut imaginer peut-être plus de distance, mais en tout cas, pas la photographie que j'envisage. C'est-à-dire que j'ai justement cherché dans la photographie ce potentiel de proximité. Donc cette comparaison avec une certaine vie monastique, elle n'est pas fausse dans ce rapport très concentré au travail, à la réflexion et à l'idée que le travail artistique, en fait, il se fait, alors ça c'est ce que je pense, il se fait dans le travail, il se fait dans la réflexion immédiate du faire, en fait. Un artiste active une réflexion, mais il active simultanément une fabrication, en fait. Et donc, cette manière de penser l'atelier, c'est un resserrement sur une prise immédiate aux choses et au monde. Mais des fois, on est dans on peut être démuni devant surtout dans l'univers que je travaille, dans un espace assez réduit, avec des objets réduits, comme vous disiez tout à l'heure, en parlant de l'échelle, en parlant quelquefois on peut s'isoler, donc il faut corriger les mouvements, enfin voilà. Oui, mais l'isolement, il peut être justement pour être uni à tout. C'est un peu le mouvement traditionnel de la contemplation dans la cellule monastique, c'est justement de vivre
isolé avec le seul pour être uni à tout. Et je trouve que c'est une forme qui évidemment n'a pas beaucoup aujourd'hui de place dans le discours sur la mondialisation. Une des raisons pour lesquelles, paraît-il, les monastères ont des difficultés de vocation, c'est que alors qu'on parle, nous, dans notre vocation de stabilité dans le monastère, évidemment, dans un monde où il n'est question que de mondialisation et de mobilité, a priori, ça semble contradictoire. Alors que dans mon travail, en plus, par rapport à l'art sacré et à tout ce que je peux découvrir autour de moi, je trouve pas ça contradictoire du tout. Et c'est plutôt Dans la revue d'art sacré, j'ai voulu que la phrase qui explique ce qu'on veut faire, c'est la phrase de Goethe, le sacré, c'est ce qui unit les âmes. Et c'est vraiment un mouvement qui est un grand mouvement d'ouverture et qui nous projette assez loin dans les expériences et dans l'idée d'habiter un monde, l'habitation en grec, le loikos, ça donne l'écuménisme, ça donne l'écologie, l'économie, énormément de choses. Et pour moi, c'est quelque chose qui est toujours dans l'idée d'une communion et unifiant, et pas du tout... enfin, c'est une vision un petit peu idéaliste, mais je pense qu'il y a là des fondements essentiels de l'anthropologie et de la spiritualité qui nous amènent à voir la mondialisation comme quelque chose de positif et d'unifiant, ou en tout cas de générateur de communion, et qui n'est pas forcément fait de séparation et de recherche identitaire. Dans ce rapport au sacré, comme vous l'évoquiez, moi je le verrais peut-être sous cet angle, c'est-à-dire à cette relation probablement permanente à chercher la singularité des êtres et des personnes à travers l'univers d'objets, le monde d'objets, à travers la manière très... Oui, c'est ça, enfin, très, très diluée enfin, dans le terme de mondialisation, la manière très... très ouais, enfin, la mondialisation, à partir d'aujourd'hui, on l'utilise, on l'entend beaucoup, mais que ce soit l'art ou la spiritualité, ça a été des phénomènes de mondialisation depuis toujours, qui ont justement joué entre l'individuel et l'universel, à des tas d'échelles. Même par exemple, si on prend l'échelle des religions, des grandes religions, elles ne se sont jamais cantonnées à une région, et donc il y a des tas de diversité entre unité et diversité au sein même d'une tradition. Et je pense que les quêtes spirituelles et les quêtes de l'art sont véritablement consubstantielles à la mondialisation. Au départ, moi j'imaginais que vous alliez chercher des images à tel endroit ou à tel endroit parce que vous pensiez que ça pouvait signifier, par exemple, le côté vivant du marché du Caire, enfin c'est une des dimensions. Mais vous m'avez dit, ça m'a intéressé, que non, c'est simplement parce qu'au départ, vous voyagez, c'est tout. Vous êtes quelqu'un de notre époque, donc vous êtes quelqu'un qui voyageait. Le voyage n'est pas la recherche, c'est pas une démarche volontaire pour votre travail et pour votre création. Non. C'est il se trouve que, enfin, il se trouve que pour ces types de travaux, mais qui sont, voilà, c'est ce que je fais en ce moment, mais la position ou la projection d'une image qui vient se superposer à une autre est un événement XY. Il se trouve que là c'était au Caire, mais ça pourrait être dans une autre ville. J'ai projeté des images d'une scène de rue dans Paris, voilà. Donc, c'est plutôt le déplacement et cette notion du voyage
en l'occurrence pour ce travail, c'est plus la juxtaposition de deux états différents, d'un état modélisé et d'un état concret, photographiquement, qui tout d'un coup rend compte d'un fait, rend compte d'un geste. Voilà, c'est juste cette juxtaposition de deux situations, deux états. Et donc, ce rapport à la mondialisation, il est plutôt, moi, dans une idée de la standardisation, dans la généralisation. Ce que je voulais exprimer tout à l'heure, c'était, quand je parle d'une dilution, c'est-à-dire l'aspect peut-être assez sidérant du nombre, de la quantité, de la multitude. Enfin, si on parle mondialisation, enfin, faut aussi en donner peut-être des éléments. Enfin, c'est pas à moi de le faire. Je suis pas géographe, je suis pas statisticien, mais faut peut-être. Enfin, c'est un mot qui soulève tellement de questions sur la période actuelle, sur l'évolution du monde, sur le nombre, sur penser le monde à quelques centaines de milliers d'humains et maintenant à plusieurs milliards. Ça rejoint une dimension qu'on évoquait sur l'oikos. Il y a deux façons de considérer le monde. Moi, celle qui me touche le plus, et peut-être que vous la partagez, c'est que justement, c'est le monde habité. Ce que les anciens appelaient l'oikoumène, qui a donné justement tous ces termes dont je parlais, l'écuménisme et autres. C'est un monde habité qui m'intéresse. Une certaine forme d'écologie, parfois, ou de recherche personnelle chez certains, consiste à voir le monde comme un lieu où l'homme devrait se retirer, enfin, devrait s'en retirer pour le préserver. Moi, j'ai un amour profond pour les lieux habités. D'ailleurs, c'est aussi ce que j'aime dans ce que vous faites, c'est que l'amour des objets, la poésie que vous donnez aux choses, et justement le fait de s'intéresser à des vocabulaires qui font penser à l'architecture, c'est-à-dire à l'habiter ensemble, vont dans ce sens-là. Il n'y a pas une abstraction complète qui essaierait de chercher des impressions pures au-delà de toute expérience partagée. Non, effectivement, enfin, quand moi je peux rebondir sur cette notion de l'habiter au sens peut-être parce que concrètement je l'ai et de diverses manières je l'ai expérimenté. Justement, là, il faut prendre l'étymologie des mots en travaillant sur l'habitation, enfin, ou des représentations, en travaillant sur les habits. J'ai beaucoup travaillé avec des vêtements qui, pour moi, ont une qualité d'un rapport au corps, de l'enveloppe, voilà. Et d'une manière générale, je pense que dans cet univers d'objets, très progressivement, ce que je cherche, effectivement, c'est cette notion-là, c'est ce rapport à sa présence, en fait, à la présence de l'objet. Comment l'image que je vais fabriquer va incarner la chose, va la rendre présente physiquement. Je veux dire, c'est toujours une stratégie où photographiquement, enfin plus qu'une stratégie, une volonté, un souhait, où photographiquement les choses vont prendre corps en fait. Les choses, cet univers que je fabrique dans l'atelier, où je dispose, va prendre corps au sens où le terme va dans l'image, va jouer de sa présence. Non, mais c'est magnifique. Oui, ça c'est vraiment le prendre corps, habiter. Les jeux d'échelle entre les choses et le corps, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans ce que vous faites. Bon, dire que les choses prennent corps, c'est très riche de sens. Oui, c'est riche de sens. C'est riche de sens, mais c'est une... je vois, ouais, forcément, mais c'est une expérience concrète. En tout cas, c'est un souhait
C'est un programme de travail, en fait. Peut-être je vais vous décrire un projet que j'ai fait il y a quelques années. J'ai été invité par, je vais essayer d'être très court, par le musée de la photographie à Chalon-sur-Saône, le musée Niepce, à réfléchir sur la question des Palestiniens, voilà, sur le Moyen-Orient justement en général, et moi en particulier, c'était avec différents artistes, et moi on m'avait demandé de réfléchir à une question voilà, éminemment politique. Voilà. Donc ce qui n'est pas du tout apparemment mon terrain, c'est peut-être ça vous éclaire dans ce rapport au monde et à l'extérieur. Voilà. Donc a priori c'est pas mon terrain, c'est pas puisque je vous ai décrit j'ai décrit mon travail comme un travail. Et donc dans cette réflexion, je vais essayer d'être court sur cette question des Palestiniens. J'avais différents arguments. C'est de m'intéresser aux enfants. Parce que, voilà, d'une façon médiatique, ils avaient un rôle particulier. Et dans mon atelier, justement, à Paris, j'avais travaillé précédemment avec les vêtements, avec les enfants. Et j'avais déjà préparé ce travail où des enfants avaient autour d'eux leurs vêtements. Mais comme un jeu, il y avait une chemise encollée qui les enveloppait, qui enveloppait leur visage. Et cette chemise était symboliquement leur chemise, même si c'était pas vrai, c'était plus grand et tout. Mais symboliquement, ça leur appartenait. Et c'est une espèce de corolle qu'ils avaient autour de la tête. Donc il y a tout un ensemble d'images qui sont faites sur... voilà, on voit des enfants avec... mais pour moi, symboliquement, cette chemise autour du corps était définir cette notion du territoire, qui est vraiment la question que pouvait soulever en ce moment politiquement ces conflits, mais c'est celui-là, mais ça pourrait être un autre. Mais c'était aussi définir, ça commence par son propre corps en fait, ça commence, cerner le visage, entouré de sa chemise, entouré de ses vêtements, c'est le début de l'inscription dans un territoire en fait. Donc je pense que ce rapport singulier à l'être, à la personne, et dans son rapport au monde, ça commence juste près de soi, juste dans un premier périmètre, et symboliquement ça va s'étendre aux autres, à l'autre, ça va s'étendre à la géographie d'un lieu, ça va, voilà. Ah oui, c'est très riche, ça me fait penser à la... Je ne sais pas si l'image, vous la connaissez et si j'étais assez descriptif, mais c'est très lié à une image que j'ai essayé de décrire, là, mais je ne sais pas si... Est-ce que ça correspond un peu à l'idée de refaire une cellule pour soi? Je pense au travail de Tania Moreau qui fait à partir de l'idée de la chambre pour soi, qui crée des cellules de, je ne sais plus comment on appelle ça, de méditation ou de... Oui, d'une certaine façon, oui, c'est ça. C'est ce qui est un... Oui. C'est vraiment cette idée que la notion de territoire peut-être commence dans cette physicalité très proche liée au corps, d'ailleurs, liée à la personne.